Donc, les classes utilitaires maintenant. Donc, une classe utilitaire, c'est une classe statique qui comprend principalement des méthodes publiques. Il pourrait y avoir quelques méthodes privées pour aider à la tâche. Quand des données sont présentes, elles sont généralement constantes ou quasi constantes. Donc, une classe utilitaire est généralement stateless. Donc, elle n'a pas d'état. Okay. Si vous ne comprenez pas ce terme-là, c'est pas dramatique, mais je le mentionne au passage. Donc, un exemple type ou des exemples types qu'on a dans le langage C#, c'est la classe mat ou la classe énumérable. Et d'autres exemples types, qu'on a vu dans les exercices, on a vu fonction et on a vu string, donc exercice 1, exercice 2. Donc, la classe statique mat est emblématique de ce qui est une classe utilitaire. Donc, elle regroupe et elle définit de très nombreuses méthodes mathématiques. La plupart de ces méthodes-là sont surchargées. Par exemple, ici, on a les méthodes ABS, arccosinus, arcsinus, arctangente, etc. Et ici, on prend la fonction pour calculer la valeur absolue, donc ABS, mais on a différentes surcharges, donc ABS pour décimal, ABS pour double, ABS pour entier 16 bits, entier 32 bits, entier 64 bits. Après ça, ABS pour les bytes signés. Et après ça, ABS pour des singles, donc type flottant single, etc. Donc, on a plusieurs versions de la fonction ABS. Elle possède aussi quelques constantes. Vous les avez ici. Constante, c'est marqué fields. Donc, parce que c'est comme ça que C# les classe. Donc, vous avez ici les fields E, Pi et Tau. Donc, essentiellement, vous avez ces trucs-là. Si vous allez voir la classe statique mat, si vous allez voir sur le site web, vous allez voir que public constant double pi, c'est comme ça qu'on déclare cette constante-là. Donc, pi, évidemment, la valeur de pi. Donc, public static class mat, c'est comme ça que la classe est déclarée. La classe énumérable statique est aussi un autre représentant emblématique de ce qu'est une classe utilitaire. Elle regroupe uniquement des méthodes statiques. Donc, il n'y a même aucun champ dans cette méthode-là. Dans cette classe-là, il y a juste des méthodes. La plupart de ces méthodes-là sont des méthodes d'extension. Et là, c'est pour ça que la librairie Link qui est associée à ça. Donc, méthode d'extension, ça veut dire que c'est statique utilisé avec this. Par exemple, vous avez ici un exemple, donc public static bool all, qui en fait cherche à savoir, on l'a vu dans un module précédent, qui cherche à savoir si tous les éléments d'une séquence respectent la condition. Donc ici, on a le prédicat. Et est-ce que le prédicat s'applique à tous les éléments d'une séquence? Donc, c'est ce que fait la méthode OR. Il y a aussi quelques méthodes statiques, donc des méthodes de classe, Donc, il y a des méthodes d'extension, il y a des méthodes de classe. Méthodes de classe, c'est des méthodes statiques, mais qui ne sont pas d'extension, il n'y a pas le this. Donc, on a par exemple range, repeat et end. Donc, la plupart de ces méthodes-là sont des méthodes génériques. Donc, d'une certaine façon, elles peuvent s'appliquer à n'importe quel type. Donc, on a ici all t, ça veut dire que c'est une méthode générique. Donc, vous avez ici différentes méthodes, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on a ici. Donc, petit rappel concernant l'invocation. Donc, les méthodes statiques de classe doivent être invoquées avec le préfixe de la classe. Donc, vous avez ici ligne 2 et 3 et 4, Donc, à ligne 2, on a enumerable.range. Donc, range, c'est une méthode statique de la classe énumérable. Donc, si on fait enumerable.range 2 avec les 5 prochains éléments, donc à partir de 2, et qu'on stocke ça dans la variable range. Après ça, ici, on peut appeler la méthode join de string, qui est aussi une méthode statique, pour agglutiner les éléments du range ici et les séparer par des espaces. Donc, on obtient ici notre range, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que les méthodes d'extension sont généralement invoquées comme des méthodes d'instance. On a ça à la ligne 5 ici, donc range.all. All, c'est une méthode d'extension. Donc, est-ce que c'est vrai que tous les éléments de notre range, qui est ici, qui est les éléments 2, 3, 4, 5, 6, est-ce que c'est vrai
est-ce que c'est vrai que tous ces éléments-là sont plus grands que 0? La réponse est oui, évidemment. Donc 2, 3, 4, 5, 6, c'est plus grand que 0. Donc range.all élément tel que élément plus grand que 0, c'est vrai. Donc plus que 0, c'est true. Cependant, on aurait pu aussi appeler la méthode d'extension all, on aurait pu aussi l'appeler comme une méthode statique, donc en faisant énumérable.all et en passant à l'argument range ici. Donc au lieu de mettre range.all, on fait énumérable.all range. Et après ça, on passe le prédicat plus grand que 1. Et encore une fois, c'est vrai que 2, 3, 4, 5, 6 sont plus grands que 1. Néanmoins, en général, pour les méthodes d'extension, on s'en tient à la notation objet qu'on a ici à la ligne 5 parce qu'elle est beaucoup plus compacte. Donc, un autre exemple de classe statique, dans l'exercice 1, vous aviez codé les méthodes suivantes dans une classe utilitaire, fonction. Donc, vous aviez codé la méthode additionner, qui permettait d'additionner deux nombres, et vous aviez codé la méthode fizzbuzz, qui retournait une string qui dépendait de l'entier n qu'on retournait. Bon, est-ce que c'est très utile d'avoir une méthode fizzbuzz, d'avoir une méthode additionnée? Pas vraiment, mais c'était l'idée de l'exercice 1. Hein? Donc, l'idée, c'est de se pratiquer. Donc, l'utilité ici, c'est de se pratiquer et non pas les méthodes comme telles. C'est pas des méthodes tellement utiles. Un autre exemple, c'est la classe string, qui est une classe utilitaire que vous avez codée pour l'exercice 2. Donc, dans cette classe-là, certaines méthodes dépendent de d'autres méthodes. Donc, par exemple, ici, on avait que localiser nombre dépendait de premier chiffre et de premier non-chiffre. Vous aviez externe nombre qui dépendait de localiser nombre, et vous aviez externe nombre au pluriel qui dépendait de externe nombre au singulier. Donc, dans un contexte comme celui-là, est-ce que la méthode, on peut se poser la question, est-ce que la méthode localiser nombre doit arriver au code source? La réponse, c'est que l'ordre des méthodes n'a pas d'importance pour le compilateur. Donc, par exemple, ici, on a un exemple d'une classe statique Pythagore qui permet que deux méthodes. Une méthode pour calculer le carré d'un nombre, donc x fois x, et une méthode pour calculer l'hypoténuse à partir de a et b, qui va faire la racine carrée du carré de a plus le carré de b. Donc, la a au carré plus b au racine de a au carré plus b au carré, c'est l'hypoténuse. Donc, ici, l'hypoténuse utilise la méthode carré, et la méthode carré est déclarée avant la méthode hypoténuse. Mais on aurait pu faire l'inverse, on aurait pu mettre la méthode carré, la déclarer après la méthode hypoténuse. C# s'en fout, d'une certaine façon, c'est pas important pour le compilateur. Mais par contre, c'est important, ça peut être important pour le lecteur, c'est-à-dire vous, du code. Donc, pour vous y retrouver. Donc, ça peut vous sembler naturel qu'on peut s'ordonner les méthodes un peu dans l'ordre qu'on veut, mais dans les langages plus archaïques, comme le C ou le Pascal, si jamais du Pascal, c'est peu probable que vous en fassiez, parce que c'est un langage qui est beaucoup moins utilisé maintenant. Moi, personnellement, j'ai appris à coder en Pascal, et j'ai toujours trouvé que c'est un langage absolument extraordinaire, mais il y a quand même certaines lacunes, donc on ne pourrait pas s'en servir aujourd'hui, ça n'aurait pas de bon sens, mais c'est juste pour vous dire qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire comme langage, on comprend plusieurs choses en codant dans ce langage-là, mais aujourd'hui, c'est pas vraiment, je le recommande pas aujourd'hui. Mais vous aviez aussi le langage C. Donc, quand vous codiez en langage C ou en Pascal, à cette époque-là, l'ordre des méthodes comptait. Par exemple, si B dépend de A, alors A doit apparaître avant B dans le code source pour pouvoir compiler. Donc, sans entrer dans les détails, dans ces langages-là, il existe cependant des déclarations anticipées qu'on appelle. Donc, on appelle ça des forward declarations ou des prototypes pour permettre de coder A après B. Donc, on peut déclarer A, coder B, et après ça, coder A. Pourquoi on faisait ça dans ces langages-là et à cette époque-là? C'est parce que c'était plus facile de réaliser des compilateurs avec une seule passe à l'époque, où les ressources machines étaient limitées, donc principalement en mémoire. De nos jours, on n'a pas ce genre de problème-là de disponibilité de ressources, donc le langage C#
et le Java aussi. Pour lui, c'est pas important l'ordre dans lequel vous mettez les choses. Par contre, c'est important pour la personne qui va vous lire, ou vous-même si vous vous relisez. Donc, l'idée ici, c'est comme c'est pas important pour le compilateur, vous devez les ordonner pour rendre votre code le plus lisible possible pour des humains. Donc, ordonner des méthodes. Donc, voici différentes techniques d'ordonnancement. On peut utiliser un ordonnancement alphabétique, donc vous pouvez ordonner les méthodes en ordre alphabétique. On peut utiliser un ordonnancement ou un ordre top-down. Donc, dans un ordre top-down, les méthodes de haut niveau apparaissent avant les méthodes de bas niveau. Donc, si B dépend de A, B est déclaré dans le code avant le A. Donc, ça, en passant, c'est l'ordre qui est recommandé par Oncle Buck, que vous avez ici, dans son livre Clean Code. Donc, qui était un livre quand même assez marquant pour la conception orientée objet. Donc, vu qu'il existe le top-down, il existe aussi l'inverse, le bottom-up. Donc, c'est l'inverse. Donc, vous déclarez, si A dépend de B, vous déclarez B avant A. Il existe aussi l'ordre privé-public ou l'inverse. Donc, vous mettez d'abord ce qui est privé, ensuite ce qui est public. Ou alors, vous mettez d'abord ce qui est public, ensuite ce qui est privé. Il y a aussi l'ordre de similarité. Donc, mais c'est plus ou moins un ordre, là, mais c'est vous respectez le principe de similarité. Donc, les méthodes effectuant des opérations similaires sont regroupées ensemble dans le code. Il y a la possibilité d'utiliser un ordre un peu hybride, donc qui est une combinaison plus ou moins savante ou élaborée des ordres que vous voyez ici précédemment. Finalement, vous pouvez utiliser un ordre quelconque, mais lui, je vous le recommande pas. Puis en fait, il est tout simplement pas recommandé. Donc, si quelqu'un voit que vous codez une classe avec un ordre quelconque, il va tout de suite savoir que vous êtes quelqu'un qui n'est pas tellement, disons, ordonné dans votre code, probablement un débutant ou quelqu'un qui code comme un cowboy. Donc, top-down versus bottom-up. Donc, si on reprend encore l'exemple de l'hypoténuse, donc de Pythagore, donc ici, l'hypoténuse dépend du carré. Donc, si on code le carré avant l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse dépend du carré, on fait du bottom-up. Okay. Par contre, si l'hypoténuse dépendant du carré, si on déclare d'abord l'hypoténuse et ensuite le carré, on fait du top-down. Petite question. Donc, il y a beaucoup des questions comme ça. Dans le module, il y a beaucoup de questions où ça ne sera pas nécessairement du codage, ça va être du remplissage de tableaux. Donc, pour chacune des classes suivantes, dites quelle technique est utilisée pour ordonner les méthodes dans le code source. Donc, la classe string de l'exercice 2, vous l'avez ici. Donc, dans cette classe-là, quelle technique on a utilisée pour ordonner les classes ici dans ce module-là. Donc, la technique principalement utilisée pour ordonner les classes. Ça se peut que ce ne soit pas exactement ça, mais il y a une technique quand même sous-jacente principale qui est utilisée. Aussi, dans la classe énumérable, donc vous pouvez aller voir ici le code source. Donc, normalement ici, il y a un lien qui devrait apparaître, mais bon, donc, vous pouvez aller voir ici le code source pour la classe énumérable, pour voir quelle technique on a utilisée dans cette classe-là. Okay. Donc, perdez pas des heures à regarder le code source de tout ça, parce que cette classe-là, quand même, est assez longue. Elle a peut-être 1 millier de lignes, ou en tout cas plusieurs centaines de lignes de code. Donc, cette classe-là aussi, quand vous allez la consulter, vous allez voir que la classe énumérable définit aussi des sous-classes. Donc, c'est possible de faire ça. On peut définir une classe dans une classe, mais faites abstraction de ces dernières pour répondre à la question. Donc, souciez-vous pas des classes dans les classes, là. Concentrez-vous sur les méthodes principales qui sont déclarées dans la classe énumérable pour répondre à la question de quel ordre a été donné. Donc, vous répondez ici dans les deux cases. Donc, en résumé, une classe utilitaire, c'est une classe statique composée principalement de méthodes avec possiblement quelques constantes. Elle est stateless. On peut distinguer deux sous-types de classes utilitaires. Une classe utilitaire qui est principalement composée de méthodes de classe. L'archétype, c'est map. Ou alors une classe utilitaire qui est principalement composée de méthodes d'extension. L'archétype, c'est énumérable. Donc, dans les classes, on a les classes statiques, les classes non statiques. Dans les classes statiques, on a les classes utilitaires, les singletons. Et dans les classes utilitaires, on a des classes qui sont principalement
des classes utilitaires qui sont principalement composées de méthodes de classe, comme math, ou alors de méthodes d'extension comme énumérables. Mais il n'y a rien de, il y a rien des fois de tranché parce c'est comme la classe énumérable a aussi certaines méthodes statiques. Donc, c'est pas parfaitement tranché au couteau. Pour ce qui est de l'ordre des méthodes, donc en C#, puisque l'ordre des méthodes compte pas pour le compilateur, il est nettement préférable de les ordonner pour rendre le code plus lisible pour les humains. Les ordres populaires sont alphabétiques, top-down, bottom-up ou similarité. L'idée n'est pas nécessairement de choisir le meilleur ordre, mais de rester conséquent avec soi-même, d'avoir un ordre. L'ordre quelconque n'est pas acceptable.